Dans ce dernier cas, cependant, on n'est pas en présence d'un job à la con, pas plus que lorsqu'un chef d'orchestre interprète une symphonie de Beethoven ou qu'une actrice joue Lady Macbeth. Il y aura toujours un certain écart entre les croquis, schémas, plans et leur mise en œuvre dans le monde réel. Par exemple, il y aura toujours des personnes chargées de faire les ajustements nécessaires. Là où cela devient un rôle à la con, c'est quand il est évident que le plan initial est irréalisable, que ce que tout architecte digne de ce nom aurait dû prévoir. C'est quand dans une structure donnée, le système est conçu de manière si stupide que le plantage est assuré, mais que, au lieu de réparer la cause, on préfère embaucher des gens dont le boulot consistera en tout ou en une partie à gérer les dégâts. C'est un peu comme si vous découvriez une fuite dans votre toit et que, jugeant qu'il est trop compliqué de faire appel à un couvreur pour le reboucher, vous décidiez plutôt de coller un seau en dessous et de payer une personne à plein temps pour qu'elle le vide à intervalles réguliers. Il va sentir que les rafistoleurs ont presque toujours conscience d'avoir un job à la con et qu'en général ça les rend passablement furieux. J'ai rencontré un exemple typique de rafistoleur à l'époque où j'étais maître de conférence dans une université britannique très en vue. Un jour, les étagères muraires de mon bureau se sont écroulées. Tous mes livres se sont retrouvés éparpillés par terre, tandis qu'un bout de la charpente métallique au bord déchiqueté pendouillait gaiement au-dessus de ma table de travail. 1 heure plus tard, un menuisier s'est présenté pour inspecter les dégâts, mais il m'a immédiatement annoncé sur autographe que le sol étant jonché de livres, les règles de sécurité lui interdisaient d'entrer dans la pièce et d'entreprendre quoi que ce soit. Je devais empiler les volumes et ne toucher à rien d'autre. Il reviendrait dès qu'il le pourrait pour s'occuper du morceau de charpente. J'ai soigneusement constitué mes piles de bouquins, mais le menuisier n'a jamais reparu. Il s'est ensuivi d'une longue série d'appels quotidiens, parfois plusieurs par jour, du département d'anthropologie vers les services techniques, pour s'enquérir de ce qu'il était devenu. Chaque fois, le menuisier semblait avoir quelque chose de plus urgent à faire. Au bout d'une semaine, alors que j'avais pris l'habitude de travailler par terre, au milieu d'un petit nid de livres que je m'étais aménagé, j'ai compris qu'il existait un type au service technique dont tout le boulot consistait à s'excuser que le menuisier ne soit toujours pas venu. Il avait l'air gentil, il était extrêmement poli et placide. On décelait juste dans sa voix une petite pointe de mélancolie qui le rendait parfaitement adapté pour le job. Mais comment penser qu'il était satisfait de son choix de carrière? Surtout, je ne voyais pas de raison particulière empêchant l'école de supprimer son poste, purement et simplement, et de consacrer l'argent au recrutement d'un second menuisier, et ce qui, par la même occasion, retirerait toute utilité à son boulot. 4. Les cocheurs de cases. J'appelle cocheurs de cases ces employés dont la seule ou principale raison d'être et de permettre à une organisation de prétendre faire quelque chose qu'en réalité elle ne fait pas. Le témoignage qui suit nous vient d'une femme qui a été embauchée pour coordonner les activités de détente dans une maison de repos. Betsy. L'essentiel de mon travail consistait à interviewer les résidents afin de noter leurs préférences personnelles dans un formulaire loisir. Ensuite, on rentrait ces données dans un ordinateur après quoi on s'empressait de les oublier pour toujours. Une version papier était également conservée dans un dossier, pour une raison que j'ignore. Aux yeux de mon patron, remplir ces formulaires était de loin la partie la plus importante de mon poste et je me faisais incendier si je prenais du retard. Souvent, les résidents que j'interrogeais étaient des courts séjours qui quittaient l'établissement le lendemain. Je jetais donc à la poubelle des morceaux de papier. En plus, comme les résidents avaient parfaitement compris que c'était du pipeau et que personne ne se souciait de leurs préférences, ces entretiens ne faisaient que leur pourrir la vie. Le plus triste, c'est qu'en général, les cocheurs de cases sont tout à fait conscients que leur job n'aide en rien à la réalisation du but affiché. Pire, il lui nie, puisqu'il en détourne du temps et des ressources. Betsy savait bien que le temps passé à consigner dans les formulaires la façon dont les résidents souhaitaient être divertis était du temps qu'elle ne passait pas à les divertir. Elle parvenait quand même à organiser quelques vraies activités de loisirs. Heureusement, je pouvais jouer du piano pour eux chaque soir avant le dîner,
et c'étaient de très beaux moments pleins de chants, de sourires et de larmes. Mais comme souvent dans ces cas-là, il lui semblait que ces intermèdes n'étaient qu'une faveur qu'on lui accordait pour la récompenser d'avoir mené à bien sa mission première, le remplissage et le traitement des formulaires. Une petite anecdote personnelle à ce sujet. Comme je l'ai dit, les maîtres de conférences à la London School of Economics, LSE, doivent remplir des tableaux détaillés de répartition de leur temps décomposant leur activité hebdomadaire heure par heure. Les formulaires proposent un nombre infini de distinctions subtiles entre toutes sortes de tâches administratives, mais aucune catégorie explicitement intitulée lecture et rédaction d'ouvrages. Quand j'en ai fait la remarque, on m'a répondu que je pouvais classer ces activités dans la rubrique recherche financée par la LCE. Autrement dit, ce qui comptait aux yeux de l'école, c'était 1. Le fait que ces activités de recherche ne soient pas financées par des sources extérieures, ce qui signifie 2, qu'ils me payaient à les exécuter pendant que j'aurais pu être en train de faire mon vrai job. Nous connaissons toute la fonction de cocheur de cases utilisée comme mode de gouvernement. Quand des agents de l'État se font pincer à faire quelque chose de très répréhensible, par exemple accepter des pots de vin ou abattre des citoyens lors de contrôles routiers, la première action est toujours de créer une commission d'établissement des faits pour aller au fond des choses. Cela sert à proclamer 2 idées. 1. Hormis une poignée de fripouilles, personne ne se doutait que de tels agissements avaient cours, ce qui, bien entendu, est rarement vrai. 2. Une fois l'affaire éclaircie, des mesures très concrètes seront prises pour régler le problème. C'est généralement tout aussi faux. Ces commissions ne sont qu'une façon pour les autorités de laisser croire qu'elles font quelque chose qu'elles ne font pas en réalité. Une grande entreprise n'agira pas autrement si l'on découvre qu'elle emploie des esclaves ou des enfants dans ses usines de vêtements, ou bien qu'elle rejette les déchets toxiques. Dans les cas de figure, les jobs à la con proprement dit désignent moins les personnes chargées de tenir le public dans l'ignorance, c'est une fonction à la con, mais elle poursuit un but utile pour l'entreprise, que celle chargée de la même mission à l'égard des salariés de l'entreprise. Voici un témoignage qui illustre bien ce mécanisme dans le secteur de l'informatique. J'ai souvent vu des projets conçus pour embrouiller les responsabilités. Par exemple, quand on lance un processus d'évaluation à propos d'un système informatique, l'objectif n'est pas que les réponses influent sur la décision finale, qui sera prise quelque part en haut lieu, mais de pouvoir prétendre que chacun a été entendu, que toutes les préoccupations ont été prises en compte. Le projet lui-même n'étant qu'un faux semblant, le temps qui lui est consacré est du pur gaspillage, les gens en prennent bientôt conscience et cessent de le prendre au sérieux. Les fausses recherches de consensus de ce genre sont courantes dans les institutions collégiales, type université ou ONG, mais on les observe aussi dans des structures plus hiérarchisées. Le secteur de la mise en conformité des entreprises qui aux États-Unis est explicitement créé par les réglementations gouvernementales peut être vu comme une catégorie intermédiaire. Leïla. Je travaille dans une industrie en pleine croissance créée par une loi fédérale, le Foreign Corrupt Practices Act. Le principe est le suivant. Les entreprises américaines, avant de faire affaire avec des firmes étrangères, doivent effectuer des vérifications pour s'assurer que celles-ci ne sont pas corrompues. Nos clients sont de grosses boîtes dans la technologie, l'automobile, etc., qui travaillent souvent avec une myriade de petits fournisseurs ou partenaires dans des pays comme la Chine. C'est la région dont je m'occupe. Nous, on fournit aux clients des rapports d'audit. En substance, c'est le résultat d'1 ou 2 heures de recherche sur Internet. Pendant les formations, on nous bassine avec tout un jargon spécifique pour garantir la cohérence des rapports. Parfois, le web nous livre un élément qui constitue un signal d'alarme flagrant. Par exemple, un patron de compagnie impliqué dans un procès criminel. Mais je dirais que le ratio entre faits avérés et pipeaux est de 20 sur 80. À part si une condamnation pour crime a été prononcée, je n'ai aucun moyen de savoir depuis mon appart de Brooklyn si quelqu'un à Guangzhou a reçu une enveloppe pleine de billets. Une simple information donne une idée de l'ampleur de cette industrie. Citigroup a annoncé en 2014 que le nombre de salariés affectés
aux opérations de mise en conformité s'élèverait l'année suivante à 30 000, soit à peu près 15% de son effectif total. Cital S. Patel, City will have almost 30,000 employees in compliance in by year-end. Cital blog MarketWatch, 14 juillet 2014, http://blogs.marketwatch.com/thetel/2014/07/14 city-will-have-almost-30,000-employees-in-compliance-by-year-end. Bien sûr, à un certain niveau, toutes les bureaucraties fonctionnent sur ce principe. Une fois instaurés des indicateurs officiels pour mesurer la réussite, la réalité aux yeux de l'administration devient celle qui existe sur le papier, tandis que la réalité humaine qu'elle est censée décrire est traitée au mieux comme un aspect secondaire. Je garde un souvenir très vif d'un épisode qui s'est déroulé quand j'étais professeur assistant à Yale, autour du cas d'une étudiante en première année de master d'archéologie. Son mari était mort dans un accident de voiture le premier jour du trimestre et pour une raison que j'ignore, ce choc avait provoqué chez elle un blocage mental face à toute tâche administrative. Elle assistait aux conférences, participait avec ardeur aux discussions pendant les cours, rendait ses devoirs et récoltait d'excellentes notes, mais les enseignants finissaient toujours par découvrir qu'elle n'était pas formellement inscrite dans leur cursus. Or, c'était la seule chose qui importait réellement, comme l'expliquait l'éminence Grise, enfoncée dans le texte NDT, du département lors des réunions de professeurs pour les gens du service des inscriptions. Ce n'est pas compliqué. Si vous n'avez pas renvoyé les papiers à temps, vous n'avez pas suivi le cours, donc vos résultats ne comptent pour rien. Si on m'en apprend. Il y avait bien quelques murmures de protestation parmi les enseignants, parfois une allusion discrète à sa tragédie personnelle, dont la nature exacte n'était jamais précise. Elle ne m'a pas été révélée que plus tard par d'autres étudiants. Mais aucune objection frontale à la position du service des inscriptions. Du point de vue administratif, la réalité, c'était celui-là, tout simplement. Finalement, après une dernière tentative pour lui faire remplir un dossier d'inscription hors détail, tout aussi infructueuse, et plusieurs soliloques du directeur du 3e cycle soulignant que, en rendant les choses si compliquées, elle se montrait vraiment ingrate envers ceux qui faisaient tout pour l'aider, tout sauf bien sûr essayer de trouver un arrangement comme d'autoriser quelqu'un d'autre à remplir les papiers pour elle, une solution qui, sans qu'on comprenne pourquoi, a été écartée d'un revers de main. L'étudiante a été exclue du programme. Motif, si elle était à ce point inapte aux tâches administratives, elle n'était manifestement pas destinée à une carrière universitaire. La réorganisation des services de l'État sur le modèle des entreprises conduisant à rebaptiser les citoyens clients paraît exacerber encore cette mentalité. Marc est délégué principal qualité et performance dans un conseil municipal au Royaume-Uni. Marc, l'essentiel de ce boulot, surtout depuis que je ne suis plus en relation directe avec la clientèle, c'est de cocher des cases pour faire croire aux échelons supérieurs que tout va pour le mieux. Plus généralement, cela consiste à nourrir la bête avec des chiffres vides de sens qui donnent un sentiment de contrôle. Bien entendu, rien de tout cela ne sert les citoyens en quoi que ce soit. On m'a raconté une anecdote. Un jour, le directeur général d'une boîte déclenche l'alarme d'incendie. Tout le personnel se rassemble sur le parking. La consigne est de réintégrer les bureaux selon un ordre précis. Les salariés qui se trouvaient avec un client lorsque l'alarme a retenti doivent y retourner en priorité. Après, c'est le retour des employés dont les premiers pourraient avoir besoin pour une raison ou une autre, et ainsi de suite. Quand j'ai entendu cette histoire, je me suis dit que, si ça se passait à mon boulot, je resterais un sacré bout de temps sur le parking. Le fonctionnement que décrit Marc se résume à une interminable série de rituels visant à faire écran de fumée et tournant autour d'objectifs chiffrés mensuels. Ces derniers sont affichés dans les bureaux avec un code couleur pour indiquer la progression. Vert s'ils sont en hausse, orange s'ils sont stables, rouge s'ils sont en baisse. Apparemment, les superviseurs n'ont jamais entendu parler du concept élémentaire de variance en matière de statistiques, du moins c'est ce qu'ils font croire. En effet, chaque mois,
Ceux qui ont des chiffres verts sont récompensés, tandis qu'on exhorte ceux qui ont des chiffres rouges à faire plus d'efforts. Et presque rien de tout cela n'a le moindre rapport avec les services fournis. Marc, avec un cas. L'un des projets sur lesquels j'ai travaillé consistait à mettre au point les normes de service en matière de logement. Concrètement, cela se réduisait à mener des enquêtes de pure forme auprès des clients et à se taper de longues réunions avec les directeurs. Ensuite, j'ai rédigé un rapport qui a eu beaucoup de succès en réunion, surtout parce qu'il était joliment présenté et soigneusement mis en page, avant d'être dûment achevé. Résultat des courses, de nombreuses heures de travail gaspillées sur un projet qui n'a strictement rien changé pour les habitants, sans parler du temps qu'ils ont perdu eux-mêmes à répondre à des questionnaires et à participer à des groupes de discussion. Si j'en crois mon expérience, la plupart des actions dans les collectivités locales ressemblent à ça. Le bâtiment est un autre exemple d'industrie publique-privée où les procédures alibi de ce genre pullulent. Il suffit de lire le témoignage suivant. Sophie. Je travaille dans la branche très lucrative des consultants en matière de permis de construire. Dans les années 60, le seul professionnel tenu de présenter les documents pour une demande de permis, c'était l'architecte. Aujourd'hui, pour tout immeuble d'un minimum d'importance, cette demande doit contenir une pléiade de rapports rédigés par des consultants, dont je fais partie, études d'impact environnemental, études d'impact paysager et visuel, études des transports, études du microclimat et de la résistance au vent, analyse du rayonnement solaire et de la luminosité, études relatives à la protection des monuments historiques, études archéologiques, rapport du service entretien paysager, études d'impact arboricole, études du risque d'inondation. La liste est encore longue, et chaque rapport compte entre 50 et 100 pages. Le plus étrange, c'est qu'au bout du compte, les immeubles construits sont des gros cubes hideux qui ressemblent étonnamment à ceux qu'on bâtissait dans les années 60. Alors je ne pense pas que ces rapports aient le moindre intérêt. Notons ce point capital, l'importance que revêt l'allure séduisante du rapport. C'est un thème récurrent dans les témoignages des cocheurs de cases au sein des entreprises, plus encore que des administrations. Si l'influence d'un manager se mesure au nombre de personnes qui travaillent pour lui, la manifestation concrète immédiate de son pouvoir et de son prestige, c'est la qualité visuelle de ses prestations et rapports. D'ailleurs, les réunions au cours desquelles ces emblèmes sont exposés au regard sont un peu les rituels suprêmes du monde de l'entreprise. De même que la suite d'un seigneur féodal pouvait comporter des serviteurs dont le seul rôle, du moins le seul rôle apparent, était de polir l'armure de ses chevaux ou d'épiler sa moustache avant les tournois ou les spectacles. Les cadres d'aujourd'hui ont parfois des subordonnés dont la seule fonction est de préparer leur présentation PowerPoint et de réaliser les cartes, croquis, montages, photos ou illustrations qui les accompagnent. La plupart de ces rapports sont des simples accessoires dans une comédie digne du kabuki. Personne ne les lit réellement du début à la fin. Pour citer un consultant en entreprise, j'attends avec impatience le jour où l'un de mes confrères osera faire un truc à la Sokal, du nom du physicien qui, en 1996, fit publier par une revue scientifique un article qui révéla être un canular NTT, remettre un rapport d'otite truffé des mots creux, d'où raffole le monde des affaires, mais dépourvu de toute information structurée. Malheureusement, j'ai bien peur que ce ne soit déjà arrivé plein de fois, sans que le consultant en question en soit conscient. Mais cela n'empêche pas les cadres ambitieux de claquer joyeusement l'argent de la boîte jusqu'à la moitié du salaire annuel d'un ouvrier, juste pour pouvoir dire « Ah oui, bien sûr, on a commandé un rapport là-dessus. » Hannibal. Je suis consultant en stratégie numérique pour les branches marketing de plusieurs multinationales pharmaceutiques. Dans ce cadre, je bosse souvent en collaboration avec des agences de com internationales et j'écris des rapports qui s'intitulent par exemple « Comment améliorer l'engagement des principaux intervenants dans la numérisation des services de santé ». C'est la connerie en barre qui n'a d'autre but que de faire illusion aux yeux des services marketing. Et pourtant, il n'y a rien de plus facile que de facturer des sommes insensées pour rédiger ces rapports à la con. Récemment, j'ai réussi à me faire payer 12 000 livres pour un rapport de 2 pages. Il m'était commandé par un labo qui voulait le présenter pendant un séminaire de stratégie internationale.
Finalement, ils ne l'ont pas utilisé, ils n'ont pas eu le temps d'arriver à ce point de l'ordre du jour. Cela dit, l'équipe pour qui je l'avais préparé en était très contente. Il existe toute une panoplie d'industries secondaires dont la seule raison d'être est de permettre de cocher des cases. Un exemple, j'ai travaillé pendant quelques années pour le bureau des prêts interbibliothéque au sein de la bibliothèque des sciences de l'université à Chicago. Là-bas, au moins 90% du boulot des gens consistait à photocopier et envoyer par mail des articles tirés de périodiques médicaux comme revues de biologie cellulaire, endocrinologie clinique ou encore revues américaines de médecine interne. Pour ma part, j'avais la chance de faire autre chose. Les premiers mois, j'étais encore assez naïf pour croire que ces articles étaient adressés à des médecins. Mais pas du tout, comme finit par me l'expliquer un collègue un peu décontenancé. L'immense majorité était destinée à des avocats. À la réflexion, c'est logique. Si vous êtes chercheur en médecine, toutes ces revues se trouvent déjà dans votre bibliothèque ou alors vous avez accès aux versions en ligne. Vous n'avez donc aucune raison d'utiliser le prêt interbibliothèque. Apparemment, si vous attaquez un médecin en justice pour faute professionnelle, une partie du jeu consiste à rassembler une pile impressionnante de publications scientifiques que vous pourrez, le moment venu, jeter sur la table en geste théâtral, puis verser au dossier des preuves. Bien sûr, chacun sait que personne ne va réellement lire ces documents, mais il n'est jamais exclu que l'avocat de la défense ou l'un de ses témoins experts en choisissent un au hasard pour l'examiner. Du coup, vous avez intérêt à vous assurer que vos assistants ont repéré des articles un tant soit peu en rapport avec l'affaire. Comme nous le verrons plus loin, la liste est longue des types d'emplois et grands qu'ont imaginé les entreprises privées. Prenez par exemple les magazines internes aux grandes sociétés. Parfois, ce sont même des chaînes de télévision. Leur mission officielle est de tenir les salariés informés des actualités et nouveautés qui pourraient les intéresser. Mais leur véritable raison d'être est ailleurs. Il n'existe que pour permettre aux dirigeants de connaître cette agréable sensation de chaleur qui vous envahit lorsque vous lisez un article chantant vos louages dans les médias ou pour leur offrir les joies de cette expérience inédite. Être interviewé par des gens qui ressemblent à des reporters, qui se comportent comme des reporters, mais qui ne leur poseront jamais les questions qui fâchent. Tous ces supports récompensent très généreusement leurs journalistes, leurs producteurs et techniciens. Souvent 2 à 3 fois les salaires du marché. Mais parmi les personnes que j'ai rencontrées occupant un tel job à plein temps, pas une seule m'a manqué de souligner qu'elle était persuadée d'avoir un job à la con. Il est intéressant de comparer les magazines d'entreprise avec ceux qui publient les syndicats, qui sont d'apparition plus ancienne, je pense. 5. Les petits chefs. Les petits chefs se divisent en 2 sous-catégories. Ceux du premier type se contentent d'assigner des tâches à d'autres. Cela s'apparente à un job à la con si le petit chef lui-même estime que son intervention n'est pas nécessaire et que ses subalternes seraient parfaitement capables de s'en sortir sans lui. À ce titre, les petits chefs du premier type peuvent être considérés comme le reflet inversé des larbins. Ils sont tout aussi superflus, mais au lieu d'être les subordonnés, ce sont les supérieurs. Si cette première catégorie est juste inutile, la seconde, elle, est franchement nuisible. Il s'agit de ceux dont l'essentiel du boulot consiste à générer des tâches à la con, qu'ils confient à d'autres et à les superviser, ou même à créer de toutes pièces de nouveaux jobs à la con. On pourrait les appeler bullshitiseurs. Il arrive qu'ils aient quelques vraies missions à côté de ça, mais dès lors qu'ils passent la majeure partie de leur temps à inventer des activités à la con pour d'autres, leur propre job peut aussi être qualifié de job à la con. Comme on l'imagine, il est très difficile de recueillir des témoignages de petits chefs. Même ceux qui pensent secrètement avoir un job inutile sont beaucoup moins enclins que d'autres à l'admettre. Par exemple, une étude récente a montré que 80% des employés jugeaient que leurs supérieurs ne servaient à rien et qu'eux-mêmes feraient aussi bien leur travail si ces chefs n'étaient pas là. Apparemment, l'étude ne dit pas quelle est la proportion de responsables qui sont d'accord avec cette assertion,
mais on peut supposer que leur nombre est très inférieur. Managers can be worse than useless, survey finds. Central Valley Business Times, 5 décembre 2017, http://www.centralvalleybusinesstimes.com/stories/001/point ID égale 33 748. Consulté le 18 décembre 2017. Cependant, j'en ai trouvé un petit nombre qui n'ont pas hésité à cracher le morceau. Ben représente un exemple classique du premier type. Ben. J'occupe un job à la con dans le management intermédiaire. J'ai 10 personnes qui travaillent pour moi, mais pour autant que je puisse en juger, toutes sont capables de faire le boulot sans qu'on les surveille. Mon seul rôle, c'est de les distribuer les tâches. Notez que ceux qui conçoivent ces tâches pourraient parfaitement leur confier directement. J'ajouterai que bien souvent, les tâches en question sont produites par des managers qui ont eux-mêmes des jobs à la con. Du coup, j'ai un job à la con à double titre. J'ai été promue à ce poste tout récemment. Et depuis, je passe beaucoup de temps à regarder autour de moi en me demandant ce que je suis censé faire. Si je comprends bien, je suis supposé motiver les salariés. Je doute fort de gagner mon salaire grâce à ça, même si je me donne vraiment du mal. Ben a calculé comment 75% de son temps est consacré à répartir le travail, puis à vérifier que les subalternes s'en acquittent. Pourtant, répète-t-il, il n'a aucune raison de penser que ces derniers se comporteraient différemment si elle n'était pas là. Il dit aussi qu'essayer constamment en douce d'abattre un peu de boulot concret, mais ses supérieurs y mettent le holà quand ils s'en aperçoivent. Le fait que Ben n'ait été en poste que depuis 2 mois et demi, au moment où il m'a envoyé son message, peut expliquer sa franchise. S'il capitule et finit par accepter son nouveau rôle, il comprendra que, comme on le lit dans un autre témoignage, le management intermédiaire consiste à s'assurer que les employés de niveau inférieur remplissent leurs objectifs de productivité. Alors il se mettra à concevoir les indicateurs statistiques formels que ses subalternes s'efforceront de maquiller. Être obligé de superviser des gens qui n'ont pas besoin de supervision est une complainte qu'on entend souvent. Voici le témoignage d'Alfonso, responsable adjoint des adaptations traductions. Alfonso. Mon boulot consiste à encadrer et coordonner une équipe de 5 traducteurs. Le problème, c'est qu'ils sont parfaitement capables de se débrouiller tout seuls. Ils sont formés à tous les outils dont ils ont besoin et savent très bien gérer leur temps et leur mission. Du coup, je joue un rôle de portail de tâches. Les demandes me parviennent via Jira, un outil de gestion des tâches en ligne, et je les transmets à la personne ou aux personnes appropriées. À part ça, je suis tenu d'envoyer des rapports périodiques à mon manager qui les intègre à son tour dans des rapports plus importants destinés au PDG. Nous verrons bientôt que cette combinaison de petits chefs et de cocheurs de cases est l'essence même des jobs de management intermédiaire. En fait, Alfonso a au moins une utilité. Son équipe basée en Irlande reçoit tellement peu de missions de la part du bureau central situé au Japon qu'il doit formuler ses rapports de façon à donner l'impression que tout le monde est très occupé, histoire d'éviter que la direction n'envisage des licenciements. Passons maintenant aux petits chefs de second type, ceux qui créent des tâches à la con pour les autres. Chloé mérite d'ouvrir le ban. Doyenne dans une grande université britannique, sa mission précise consistait à proposer un leadership stratégique pour un campus quelque peu agité. Une petite parenthèse, le seul mot stratégique fait frémir tous ceux qui besognent dans la ruche universitaire et qui tiennent encore à se définir prioritairement comme enseignants et chercheurs. L'expression déclaration de mission stratégique ou pire document de vision stratégique inspire une terreur particulière car elle désigne les moyens concrets par lesquels les techniques de gestion d'entreprise sont inoculées dans les universités. Ces techniques, rappelons-le, se traduisent par la mise en œuvre de méthodes chiffrées pour mesurer la performance, obligeant le corps enseignant à passer une part croissante
de son temps à évaluer et justifier ses activités, et une part de plus en plus insignifiante à s'y livrer effectivement. Tous les documents qui usent abondamment ce terme comme qualité, excellence, leadership ou partie prenante susciteront une semblable méfiance. Par conséquent, ma première réaction en entendant Chloé évoquer son poste de leadership stratégique a été de me dire, non seulement ça doit être un job à la con, mais à tous les coups il consiste à bullshitiser la vie des autres. Son témoignage m'a révélé que c'était exactement cela, mais pas pour les raisons que j'imaginais. Bullshitiser. Chloé. Ma fonction de doyenne était un job à la con. Au même titre que tous les doyens, vice-chanceliers, adjoints ou autres postes universitaires stratégiques, dépourvus de pouvoir exécutif et pour les mêmes raisons. Les vraies positions de pouvoir et de responsabilité dans les universités coïncident avec les lieux où se trouve l'argent. Un vice-chancelier adjoint ou un doyen doté d'un mandat exécutif, c'est-à-dire tenant les rênes du budget, aura la possibilité d'influer sur les activités des départements, ou au moins sur leur orientation, en utilisant la carotte et le bâton du fric, autrement dit en recourant à la flatterie, à la contrainte, à la stimulation, à la tyrannie ou à la négociation. Les doyens stratégiques et consorts n'ont ni carotte ni bâton. Ce sont de simples administrateurs qui ne contrôlent pas les finances. Ils détiennent seulement, comme on me l'a dit pour une fois, un pouvoir de persuasion et d'influence. Pour ma part, ne siégeant pas au conseil de direction de l'université, je ne participais pas au débat sur les objectifs, la stratégie générale, les mesures de performance, les audits, etc. Je n'avais pas de budget, pas d'autorité sur les locaux, l'emploi du temps, ni aucun autre problème concret. La seule chose que je pouvais faire, c'était proposer une stratégie qui, en réalité, n'était qu'un ressuscité de stratégies antérieures déjà votées. Ce qu'on attendait de Chloé, c'était donc une nouvelle vision stratégique, du genre de celle qu'on met régulièrement en avant aujourd'hui dans les universités britanniques pour justifier le temps insensé passé à jongler avec des chiffres et à remplir de la paperasse. Comme nous le verrons, ce n'est pas moins vrai aux États-Unis ni ailleurs dans le monde. Cependant, puisqu'elle n'avait aucun pouvoir réel, cela se résumait à un absurde théâtre d'ombre. Il y a bien une chose qu'elle a obtenue et qui est l'insigne honorifique désormais décerné à tous les administrateurs d'universités de haut rang, sa propre petite valetaille administrative. Chloé. On m'a donné un assistant de direction ainsi qu'un délégué aux projets spéciaux et au suivi des orientations, tous 2 à 3 quarts temps, pour une chercheuse post-doctorante à plein temps, plus une enveloppe de dépenses de 20 000 livres. Autrement dit, des montagnes d'argent public sont allées financer un job à la con. Le délégué aux projets spéciaux et au suivi des orientations m'aidait sur les projets et les orientations comme il se doit. Mon assistant de direction, un type brillant, n'a guère pu être davantage qu'un gestionnaire de planning hors pair. Quant à la post-doctorante, c'était un pur gaspillage de temps et d'argent. J'effectue mes recherches toute seule et je n'ai pas besoin d'un assistant. J'ai donc passé 2 ans de ma vie à m'inventer du travail à moi-même et à d'autres. À vrai dire, Chloé était apparemment une patronne très généreuse, tandis qu'elle développait pendant des heures de stratégie dont elle savait qu'elle finirait aux oubliettes. Son délégué aux projets spéciaux courait à droite à gauche pour faire des stimulations d'emploi du temps. Il rassemblait des données, son assistant de direction gérait ses rendez-vous et la post-doctorante se consacrait à ses propres recherches. En soi, tout cela paraît parfaitement innocent. Au fond, il ne faisait de mal à personne. Peut-être même que la post-doc a apporté une pierre décisive à l'édifice du savoir humain, qui sait. Mais le truc qui dérangeait vraiment Chloé, et dont elle a pris conscience petit à petit, c'était de savoir que, si elle avait eu un véritable pouvoir, elle aurait probablement fini par être nuisible. La suite des événements lui a donné raison. Après 2 ans comme doyenne, elle a commis l'erreur d'accepter le poste de chef de département.
Ainsi, elle a pu voir l'envers du décor avant de démissionner au bout de 6 mois, horrifiée et écœurée. Chloé. J'ai appris une chose de mon passage éclair à la direction du département. Cette fonction, c'est du pipi de chat à 90%, et c'est vraiment un minimum. À quoi tu passes tes journées? Tu remplis des formulaires transmis par la doyenne de la faculté pour qu'elle puisse rédiger des documents stratégiques, lesquels répartiront en haut de la chaîne du commandement. Tu fais pleuvoir un déluge de papier pour alimenter les dossiers d'audit et de surveillance des activités de recherche et d'enseignement. Tu produis une succession interminable de plans quinquennaux pour justifier les besoins du département en fonds et en personnel, besoins qui sont déjà satisfaits. Tu ponds leurs foutues évaluations annuelles qui finissent dans un tiroir d'où elles ne ressortiront jamais. Et pour abattre tout ce boulot, toi, chef du département, tu mets à contribution ton personnel. Ou comment les tâches à la con s'automultiplient. Je vais vous dire ce que j'en pense. Selon moi, ce n'est pas le capitalisme en lui-même qui produit ces foutaises. Ici, Chloé semble faire allusion au titre sous lequel avait été publiée une version de mon article sur le site evonomics.com. Pourquoi le capitalisme crée des jobs inutiles? Ce titre n'était pas de moi. J'évite toujours de personnifier les entités abstraites en leur attribuant des actions. Si l'idéologie managérialiste telle qu'elle est mise en pratique dans les grandes organisations, à mesure qu'un s'incruste, dépend de plus en plus vaste du personnel universitaire sont assignés à une seule et unique fonction. Jongler avec la myriade de joujoux qu'elle invente, stratégies, objectifs de performance, audit, rapport, évaluation, nouvelles stratégies, etc., le tout totalement déconnecté de ce qui devrait couler dans les veines de l'université, l'enseignement et l'éducation. Ce sera la conclusion de Chloé. Au moins dans son cas, les assistants lui ont été alloués d'abord, et c'est seulement dans un deuxième temps qu'elle a dû se casser la tête pour trouver à quoi les occuper. Il n'en fait pas de même pour Tania, qui a eu plusieurs boulots de petit chef dans le public comme dans le privé. Elle nous éclaire sur la façon dont les postes à la con peuvent être créés ex nihilo. Ce témoignage est unique dans la mesure où il se réfère explicitement aux catégories que je décris dans ce chapitre. En effet, tandis que j'approchais de la fin de mes recherches, j'ai déployé sur Twitter ma typologie en 5 volets, alors embryonnaire, dans le but de susciter des commentaires, des rectifications ou des réactions. Tania a trouvé que les termes correspondaient bien à son expérience. Tania. Dans votre taxonomie des jobs à la con, je pense être un petit chef. J'étais co-directrice adjointe d'une agence de prestation de services administratifs. On travaillait pour 2 entreprises avec des ressources totales s'élevant à environ 600 millions de dollars et 1 millier d'employés. On gérait les RH, les budgets, les subventions, les contrats et les déplacements. À un moment donné, en tant que manager ou, si l'on veut, rafistoleur chargé de combler des vides fonctionnels, vous vous rendez compte qu'il vous faut engager une nouvelle personne pour répondre à un problème organisationnel. Les situations sont variables. Soit c'est moi qui ai besoin d'un cocheur de cases ou d'un rafistoleur, soit d'autres managers ont besoin de quelqu'un qui s'acquitte de vraies tâches ou alors de leur quota de porte-flingue ou de larbin. En général, la nécessité d'embaucher un rafistoleur se fait sentir quand je suis face à des procédures internes défaillantes, qu'il s'agisse de tâches automatisées ou humaines. À un cocheur de cases qui fait mal son travail ou alors à un subordonné indéboulonnable, pas forcément dans un job à la con, parce qu'il est titularisé et peut se targuer de 25 années d'évaluation dithyrambique par les patrons qui m'ont précédé. Attardons-nous sur cette dernière remarque. Même dans le monde de l'entreprise, il est très difficile de virer quelqu'un pour incompétence s'il a de l'ancienneté, une longue histoire d'appréciation positive. Le moyen le plus simple de s'en débarrasser est celui qu'on voit à l'œuvre dans les bureaucraties d'État. Il consiste à l'envoyer paître à l'étage du dessus,
c'est-à-dire à le promouvoir à un poste plus élevé où il deviendra le problème de quelqu'un d'autre. Cependant, comme Tania était au sommet de la hiérarchie, l'incompétent resterait dans ses pattes, même si elle le faisait monter en grade. Deux options s'offraient donc à elle. Soit elle le mutait à un poste à la con où elle n'aurait aucune responsabilité importante, soit si un tel poste n'était pas disponible dans les médias, elle le gardait mais embauchait quelqu'un d'autre qui s'acquitterait de son boulot dans les faits. Cette seconde solution fait naître un autre problème. Vous ne pouvez pas recruter un candidat pour le job et l'incompétent, puisque par définition ce job est déjà pourvu. À la place, il vous faut inventer un nouveau poste auquel vous accolerez un descriptif compliqué. Bien sûr, ce ne sera que du vent, étant donné qu'en vrai, vous assignerez le nouvel employé à toute autre chose. Ensuite, vous devrez faire mine de trouver cette personne idéalement qualifiée pour occuper le job fictif que vous n'avez pas réellement l'intention de lui faire occuper. Tout cela demande beaucoup d'efforts. Tania, dans les structures où l'on trouve des classifications des métiers et des descriptions de postes très précises, vous ne pouvez recruter quelqu'un que pour un job bien établi et répertorié. Il existe un merveilleux royaume parallèle peuplé de gens qui conçoivent ces classifications à la con, un peu comme le petit monde où vivent les personnes chargées de rédiger les dossiers de subvention ou les offres contractuelles. Du coup, créer un job à la con implique d'inventer tout un univers narratif à la con, justifiant l'objet, le contenu du poste et les qualifications requises pour avoir le profil adéquat. L'ensemble doit sacrifier au format et au jargon bureaucratique de l'Office of Personnel Management, agence américaine indépendante responsable notamment de recrutement dans la fonction publique NDT et des RH de mon agence. Dans un deuxième temps, il faut que l'offre d'emploi publiée propose un récit du même acabit. Pour pouvoir espérer être embauché, le postulant doit présenter un CV qui reprend les thèmes et la phraséologie même de l'annonce afin que notre logiciel de gestion des candidatures reconnaisse ses compétences. Enfin, une fois la personne engagée, ses missions doivent être encore explicitées en détail dans un autre document qui servira de base aux évaluations annuelles de résultats. Si une candidature est rejetée par l'ordinateur, je ne peux pas la retenir. Du coup, il m'est arrivé de refaire moi-même les CV de candidats que je voulais recevoir en entretien pour tromper le logiciel. Encore une fois, une petite parabole inspirée du système féodal va nous permettre de mieux comprendre cette pure aberration. Imaginez, si vous êtes un seigneur et vous prenez un jardinier pour entretenir votre domaine. Au bout de 20 ans, de bons et loyaux services, celui-ci se met à développer un sérieux penchant pour l'alcool. Vous le retrouverez régulièrement pelotonné dans les massifs de fleurs à cuver son vin, tandis que les pelouses commencent à être envahies par les pissenlits et que les plantes dépérissent. Le problème, c'est que le gars a des relations. Le congédié risquerait d'offenser des gens avec qui vous préfériez rester en bon terme. Vous engagez donc un nouveau serviteur, officiellement pour astiquer les boutons de porte ou toute autre tâche mineure, mais en vous assurant qu'il possède en réalité toutes les compétences d'un jardinier. Jusque-là, tout va bien. Seulement dans une entreprise, vous ne pouvez pas vous contenter de réclamer un nouveau serviteur, lui inventer un titre ronflant comme grand sénéchal des pas de porte, et lui expliquer que son vrai boulot consiste à remplacer le jardinier quand il est bourré. Vous devez pondre une description à la mort moelleux, mais très détaillée de ce qu'un astiqueur de boutons de porte est censé faire. Entraînez votre nouvelle recrue à se prétendre le meilleur astiqueur de boutons de porte du royaume, puis utilisez le descriptif de ses attributions pour produire les évaluations périodiques de performance grâce auxquelles vous pourrez cocher toutes les cases nécessaires. Et pour peu que votre jardinier dessoule et refuse de voir un petit voyeux se mêler de son boulot, vous voilà avec un astiqueur de boutons de porte à plein temps sur le bras. Ce n'est là qu'un exemple de nombreux procédés par lesquels les petits chefs en viennent à créer des jobs à la con.
À propos de quelques formes composites de job à la con. Nos 5 variétés n'épuisent certainement pas le registre du job à la con. Il va de soi que d'autres types pourraient être proposés. L'une des suggestions les plus intéressantes qui m'ait été faite est la création d'une catégorie amis imaginaires, ces personnes embauchées pour humaniser des environnements de travail brutaux, mais qui sont là en réalité pour soumettre les salariés à toutes sortes de simulacres élaborés. Nous lirons aussi plus loin des histoires de galas de charité imposés et de séminaires de créativité ou de pleine conscience obligatoires. Certains passent toute leur carrière à se déguiser ou à concevoir des jeux stupides visant à créer des rapports harmonieux dans des bureaux où les employés seraient bien plus heureux si on leur foutait simplement la paix. Ce sont des cocheurs de cases d'un certain genre, mais ils constituent aussi un phénomène à part entière. Comme le montrent ces exemples, il arrive qu'on ait du mal à ranger un job à la con dans l'une de nos 5 subdivisions, parce qu'il semble comporter des éléments de plusieurs d'entre elles. Un cocheur de cases pourrait être en partie larbin, ou le devenir intégralement, si le règlement interne de l'organisation vient à changer. Un larbin peut aussi être rafistoleur à temps partiel, avant que cela ne se transforme en activité à plein temps. Si un problème survient et que, au lieu de le résoudre, le patron décide qu'il est plus simple de laisser l'un de ses grouillots désœuvrés en gérer les conséquences. Prenez le cas de Chloé. D'une certaine manière, son job de doyenne sans pouvoir exécutif était un job de larbin, puisque ses supérieurs l'avaient créé pour des motifs largement symboliques. Simultanément, elle était un petit chef pour des subordonnés. Étant donné qu'elle et son équipe n'avaient pas grand-chose à faire, elle passait le plus clair de son temps à chercher des choses à rafistoler. Puis elle a fini par comprendre que même si on lui confiait un jour une quelconque forme de pouvoir, elle resterait une simple cocheuse de caisse. Jim a travaillé pour une boîte de télémarketing qui avait passé un contrat avec un géant d'électronique, disons Apple au hasard. Il n'a pas révélé son nom. Son boulot consistait à appeler des sociétés pour essayer de les convaincre de prendre rendez-vous avec un commercial d'Apple. Le hic, c'est que toutes ces sociétés aient déjà un commercial d'Apple, attitré et permanent, qui bien souvent officiait dans les mêmes locaux. Et le plus fou, c'est que tout le monde était au courant. Jim. J'exposais régulièrement le problème à mes supérieurs. Je leur demandais comment ils s'y prendraient, eux, pour convaincre des clients potentiels de l'intérêt d'un tel rendez-vous, alors qu'un commercial de ce géant de la tech bossait déjà dans le bureau voisin du leur. Certains de mes chefs étaient tout aussi désemparés que moi, mais les plus pugnaces m'expliquaient patiemment que je n'avais rien compris. Nos coups de fil n'inscrivaient en fait dans un grand jeu de mondanité. Il y avait une chance que ces clients acceptent un rendez-vous, non parce qu'ils n'ont pensé que cela les aiderait à résoudre un problème précis, mais parce qu'ils craignaient de paraître mal polis en refusant. Comment intégrer dans notre typologie cette situation qui dépasse les limites de l'absurde? En tant que télévendeur, Jim entre certainement dans la case des porte-flingues, mais alors un porte-flingue dont la fonction est exclusivement de manipuler les gens pour qu'ils se transforment en cocheurs de cases. Les punching balls constituent une autre catégorie composite et ambiguë. Ce sont les subordonnés que l'on engage pour être les destinataires de réclamations souvent légitimes, mais à qui l'on confie ce rôle précisément parce qu'ils n'ont pas le pouvoir de les traiter. Si l'on peut les voir comme un mélange de larbin et de rafistoleur, ils ont aussi leurs caractéristiques propres. À l'évidence, punching ball est une fonction classique dans les organisations bureaucratiques. Le gars dont tout le boulot consiste à s'exécuter, que le menuisier ne soit toujours pas venu est un punching ball d'un certain genre, mais là un poste particulièrement pépère. En effet, ces seuls interlocuteurs sont des professeurs administrateurs d'université peu susceptibles de vociférer, de taper du poing sur la table ou de s'emparter de manière théâtrale. Dans d'autres contextes, faire office de pushing ball peut être franchement dangereux. Quand je suis arrivée au Royaume-Uni en 2008,
J'étais frappé de voir partout dans les lieux publics des panneaux rappelant aux citoyens qu'ils ne devaient pas agresser physiquement les dépositaires de l'autorité publique. À mes yeux, cela allait sans dire, mais manifestement ce n'était pas le cas. Certaines personnes employées comme punching ball savent parfaitement pourquoi elles sont là. C'est le cas par exemple de Nathaniel, étudiant dans une université canadienne. Ayant postulé pour un job dans le cadre de sa bourse d'études, il s'est retrouvé affecté au bureau de la scolarité. Son rôle était d'appeler les inscrits pour leur dire qu'un des documents de leur dossier était mal rempli et qu'il fallait tout recommencer. Comme ceux qui faisaient ce boulot étaient eux-mêmes étudiants, il y avait une certaine proximité qui dissuadait les gens au bout du fil de trop monter dans les tours. Le premier truc à dire quand quelqu'un commençait à s'énerver, c'était « Désolé mec, je sais que ça craint. Moi aussi je suis étudiant. » D'autres pushing balls sont si naïfs qu'on s'en est touchant. Tim. L'été, je travaille dans une résidence universitaire. Ça fait 3 ans que je fais ça, mais je n'ai toujours pas réussi à comprendre quelles sont mes missions. Visiblement, mon boulot consiste surtout à occuper physiquement l'espace de l'accueil. Ça représente à peu près 70% de mes tâches. Pendant ce temps, je suis libre de mener mes propres projets, ce que j'ai interprété comme glandouiller, ou éventuellement ramasser les élastiques que je trouve dans le placard pour en faire des boules. Quand je ne suis pas accaparée par ces activités, j'en ai quelques autres. Vérifier la boîte mail. J'en ai reçu aucune formation et je n'ai pas de responsabilité administrative, donc je me contente de faire suivre les messages à mon boss. Prendre les paquets qui ont été balancés devant la porte pour les déposer dans la salle du courrier. Répondre au téléphone, là encore, comme je ne sais rien. Je ne peux pratiquement jamais satisfaire les demandes. Récupérer les vieux sachets de ketchup de 2005 qui traînent dans les tiroirs du bureau. Ou encore appeler la maintenance pour signaler que l'évier dégueule de la nourriture avariée parce qu'un résident a fait tomber des fourchettes dans le broyeur à ordures. Souvent, en plus de tout ça, les gens viennent me crier dessus pour des trucs avec lesquels je n'ai manifestement rien à voir, comme le fait que les fourchettes aient atterri dans le broyeur à ordures ou que les meubles sont en travaux, ou que mon patron ne travaille pas le week-end et que je n'ai pas le droit d'accepter 1400$ en liquide en règlement de leur loyer impayé, ou encore qu'il n'y ait pas de poste de télé qui diffuse Bachelor. Je suppose que pour eux, me gueuler dessus est une sorte de défouloir. Et étant donné que j'ai 19 ans et que c'est écrit sur mon front que je suis un minable sans aucun pouvoir. Je suis payé 14 dollars de l'heure pour faire ce boulot. À première vue, Tim pourrait passer pour un simple larbin, à l'image de Gert, la réceptionniste dont la maison d'édition néerlandaise n'avait pas besoin. Il est juste là parce que cela ferait mauvaise image qu'il n'y ait personne. Mais en réalité, Tim fournit un vrai service à son employeur. Il offre aux étudiants en colère quelqu'un sûr qui passait leur nerf. Pour quelle autre raison, au bout de 3 ans, ne lui n'aurait toujours pas expliqué la nature de son travail? C'est précisément parce qu'il rend automatiquement service que j'ai décidé de ne pas faire des punching balls, une catégorie des jobs à la con. Ils rendent automatiquement service. Tim n'est pas là pour remédier à un défaut structurel, comme les gens dont tout le boulot consiste à s'exécuter que le menuisier ne soit toujours pas venu. À s'excuser que le menuisier ne soit toujours pas venu. Il est là parce que quand vous avez une résidence universitaire bourrée, d'adolescents, certains vont inévitablement venir piquer des colères pour des prétextes idiots et les patrons aiment autant que cette rage soit dirigée contre quelqu'un d'autre. En résumé, Tim a certainement un job de merde, mais il n'est pas évident qu'il ait un job à la con. Un mot sur les jobs à la con de 2e niveau. Une dernière catégorie ambiguë est celle des jobs qui, sans être oiseux en eux-mêmes, le deviennent lorsqu'ils sont exercés en appui avec une activité inutile. L'exemple le plus évident est celui des agents d'entretien, de sécurité, de maintenance et autres personnels d'assistance travaillant pour une boîte à la con. Pensez au département de Kurt, qui gère la paperasse requise pour autoriser le département d'un soldat allemand et de son ordinateur à l'autre bout du couloir, ou à la compagnie de Nori, dont l'activité consiste à vendre un algorithme qui ne marche pas,
ou à n'importe quelle société de télémarketing ou de mise en conformité bidon, parmi les centaines existantes. Dans chacun de ces bureaux, il faut bien quelqu'un pour arroser les plantes, récurer les toilettes, exterminer les nuisibles. Bien sûr, la plupart des entreprises en question sont installées dans de vastes immeubles de bureaux qui abritent toutes sortes d'autres boîtes. De ce fait, il y a plus de chances qu'un homme de ménage, un électricien ou un désinsectiseur pris isolément ne fournissent ces services qu'à des personnes occupées à des tâches à la con. Néanmoins, si l'on devait calculer la part totale des travaux de ménage ou d'électricité qui, au bout du compte, viennent en appui à de telles activités, on trouverait un chiffre énorme. On peut supposer que ce chiffre s'élèverait à 37% si le sondage de YouGov est exact. C'est bien le chiffre qu'on peut s'attendre à trouver à moins qu'on ait des raisons de croire que les professionnels oiseux requièrent plutôt plus ou plutôt moins d'assistance que les professions inutiles. Résumons, si 37% des jobs sont des jobs à la con, et si 37% des 63% restants s'exercent en soutien à des jobs à la con, alors un peu plus de 50% du travail total relève des jobs à la con au sens le plus large. Ce pourcentage est évidemment inexact. D'une part, une très large proportion des agents d'entretien, d'électriciens, maçons, etc. travaillent pour des particuliers et non pour des entreprises. D'autre part, j'inclus les 13% de personnes ayant déclaré qu'elles n'étaient pas certaines d'avoir un job à la con. Le chiffre de 50%, en réalité 50,3%, repose sur l'hypothèse que ces deux facteurs, grosso modo, se compensent et s'annulent mutuellement. En y ajoutant la bullshitisation de professionnels utiles de l'ordre d'au moins 50% pour le travail de bureau, sans doute plus faible pour d'autres types d'activités, et les divers métiers qui n'existent que parce que tout le monde est trop occupé à travailler, les toiletteurs pour chiens ou les livreurs de pizza 24/24, pour ne citer que ces deux-là. On pourrait probablement ramener la semaine de travail réelle à 15 heures ou même à 12 et personne n'y verrait que du feu. Bref, retour à la question, est-il possible d'avoir un job à la con sans le savoir? Le concept des jobs à la con de deuxième niveau nous ramène à cette question essentielle. Quel est le degré de subjectivité qui entre dans la définition d'un job à la con? Ma conviction est que les jobs à la con sont bien réels. Quand j'affirme qu'on ne peut que s'en remettre au jugement du travailleur concerné, c'est pour souligner que, en tant qu'observateur extérieur, nous n'avons forcément qu'une vision partielle de ce que recouvrent ces jobs. Le principal intéressé est le mieux à même de dire que si son travail change quoi que ce soit à la face du monde. Il en va autrement, à mon sens, lorsque se pose la question plus subtile de savoir si ce travail produit une quelconque valeur. Là, il me semble plus juste de se fier à l'opinion des travailleurs de la branche dans son ensemble. Sinon, on en est réduit à formuler des constats absurdes du genre. Sur 30 assistants juridiques évoluant dans le même bureau et exécutant les mêmes tâches, 29 ont un job à la con parce que c'est ce qu'ils pensent, tandis que le seul vrai croyant, celui qui n'est pas de cet avis, a un job tout à fait utile. À moins de partir du principe qu'il n'existe aucune réalité en dehors des perceptions individuelles, ce qui est une position philosophique problématique, on ne saurait nier la possibilité que les gens se trompent quand ils évaluent leurs actes. Toutefois, cela n'a guère d'incidence dans le cadre de cet ouvrage, puisque ce qui m'intéresse prioritairement, comme je l'ai dit, c'est l'élément subjectif. J'entends moins exposer une théorie de l'utilité ou de la valeur sociale de chercher à comprendre les effets psychologiques, sociaux et politiques de ce fait majeur. Nous sommes extrêmement nombreux à trimer en pensant secrètement que notre boulot n'a aucune utilité ni valeur sociale. Je fais aussi la supposition que, généralement, les gens ne se trompent pas. Ainsi, si l'on voulait cartographier l'économie en différenciant les secteurs bien réels de ceux qui ne sont que du vent, la meilleure façon d'y parvenir serait de repérer les secteurs dans lesquels une majorité de travailleurs trouvent que leur job ne rime à rien, et ceux où une majorité est d'un avis contraire. Mieux encore, on pourrait tenter d'en déduire la théorie de la valeur sociale qui les conduit à cette conclusion. Quand quelqu'un dit « mon job est complètement con », quels sont les critères implicites qu'il mobilise? Certains, comme Tom, l'artiste des effets spéciaux, ont bien réfléchi à ce problème et seront capables de répondre facilement à la question.
D'autres ont du mal à articuler le raisonnement qui sous-tend leurs propos, mais vous sentez bien qu'il y en a un, ne serait-ce qu'à un niveau partiellement inconscient. Vous devrez alors vous efforcer de l'extraire en examinant le langage qu'ils utilisent et en observant leurs réactions instinctives lorsqu'il est question de leur travail. C'est exactement ce que font les anthropologues. Le cœur de notre formation, c'est d'apprendre à dévoiler la théorie implicite derrière les actions et comportements quotidiens des gens. Oui, mais voilà, tout le monde ne fonctionne pas sur la base des mêmes théories. En menant cette étude, j'ai noté que la plupart des travailleurs du secteur bancaire ont l'intime conviction que 99% des activités des banques sont totalement vides de sens, ça c'est sûr, vides de sens et ne bénéficient en rien à l'humanité. Il est probable que d'autres travailleurs de cette industrie ne soient pas d'accord avec ce jugement, mais peut-on repérer un schéma directeur? Cela tient-il à l'ancienneté dans le métier? Les personnes les plus haut placées dans la hiérarchie ont-elles plus tendance à croire dans les bénéfices sociaux générés par les activités bancaires? Ou bien admettent-elles en leur fort intérieur que leur travail n'a aucune valeur sociale sauf qu'elles s'en moquent éperdument? Peut-être même prennent-elles plaisir à se représenter en pirate ou en escroc des temps modernes? C'est impossible à dire, même si le témoignage de Jeffrey Sachs, cité au chapitre précédent, suggère à tous les moins que, en haut de la pyramide, beaucoup pensent avoir un droit légitime sur ce qu'ils accaparent. Là où mon approche bute sur un obstacle, c'est avec les travailleurs qui sont engagés dans des professions que tous les autres considèrent comme des jobs à la con par excellence, mais qu'eux-mêmes ne voient pas ainsi. Une fois de plus, aucune enquête comparative détaillée n'a été réalisée sur le sujet, mais mes propres données révèlent quelques récurrences intéressantes. Ainsi, je n'ai reçu que très peu de témoignages d'avocats, alors qu'une flopée d'assistants juridiques m'ont écrit. Deux d'attachés de presse et aucun de lobbyiste. Est-ce à dire qu'il ne s'agit pas de métier à la con? Pas nécessairement. Leur silence peut s'expliquer par quantité d'autres raisons. Par exemple, peut-être qu'ils sont moins nombreux à traîner leur guêtre sur Twitter ou que ceux qui le font sont plus enclins aux mensonges. Pour finir, il me faut évoquer une classe particulièrement de professionnels, les seuls qui non seulement ont nié avoir des jobs à la con, mais ont accueilli avec une franche hostilité l'idée même que notre économie en soit truffée. Il s'agit, comment s'en étonner, des chefs d'entreprise auxquels s'ajoutent les personnes chargées de recrutement et de licenciement. Tania fait figure d'exception à cet égard. Pendant des années, j'ai même reçu particulièrement des messages spontanés d'entrepreneurs et de patrons indignés, me disant que ma prémisse était totalement fausse. Nul dirigeant d'entreprise ne gaspillerait d'argent de sa boîte pour un salaire dont il n'a pas besoin. Ces missives déployaient rarement des arguments très sophistiqués. Beaucoup se limitaient au classique raisonnement qui se mord la queue, puisqu'aucune des situations décrites dans cet ouvrage ne peut se produire dans une économie de marché. Elles sont purement imaginaires. Aussi, soit les personnes convaincues que leur job ne vaut rien sont en proie à l'illusion, soit elles sont trop suffisantes, ou alors c'est juste qu'elles ne comprennent pas leur fonction réelle. Alors elle n'est visible qu'à ceux d'en haut. Laquelle n'est visible qu'à ceux d'en haut. On pourrait être tenté de se dire, ça y est, nous l'avons trouvé, cette classe de travailleurs qui ont un job à la con sans le savoir, sauf que ce ne sont pas des jobs à la con. Les dirigeants d'entreprise, pour le meilleur ou pour le pire, ont un réel impact sur le monde. C'est juste qu'ils sont aveugles à toute la merde qu'ils génèrent. Page 120, chapitre 3. Pourquoi avoir un job à la con rend-il si souvent malheureux? Sur la violence spirituelle 1. Page 121. Prochaine vidéo.